L'ordre planétaire né de la Seconde Guerre mondiale s'est effondré avec la fin du communisme. L'ancien ordre international n'est plus, le nouveau n'existe pas encore. Nous vivons une ère de transition. Aux quatre coins du monde s'allument des guerres locales. Pourtant, en 1989, avec la chute du mur de Berlin, un immense espoir s'est levé. On croit à la fin des dictatures, au triomphe de la démocratie, à l'avènement d'une nouvelle ère de paix. En Pologne, un gouvernement non communiste est élu pour la première fois dans un pays de l'Est. En Tchécoslovaquie, la révolution de velours sort Václav Havel de prison et le porte à la présidence de la République. Občanské fórum vám mohu oznámit, že se stalo to, po čem všichni voláme. Dialog moci s veřejností začal. En Roumanie, la dictature ubuesque de la famille Ceausescu s'achève dans une parodie de justice. Și poporul român liber, nu cu trădători. Rămâneți o rog, să-ți rămâneți o rog. En moins de 2 ans, la lame de fond atteint le cœur du monde communiste, Moscou. Указ вице-президента СССР в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем своих обязанностей президента СССР на основании статьи 127.7 Конституции СССР. Le 19 août 1991, les chars entrent dans ce qui est encore la capitale de l'Union soviétique. Mais les soldats fraternisent avec la foule. Boris Yeltsin, président de la Fédération de Russie, appelle à la grève générale. Dans la nuit, des affrontements ont lieu. Mais l'armée ne suit pas les putschistes. Gorbatchev est libéré, les chars se retirent, le coup d'État a échoué. Yeltsin triomphe.
победы. И как на Руси всегда было в конце «Ура!». Le soir même, la statue de Dzerzhinsky, fondateur de la police politique, est déboulonnée de son socle. L'étoile de Gorbatchev a pâli. Yeltsin est le nouvel homme fort du Kremlin. В этих событиях Бориса Николаевича Ельцина. Разрешите подписать указ о приостановлении деятельности Российской Компартии. Pour la première fois depuis octobre 1917, le Parti communiste ne règne plus à Moscou. Le jour même, la Lituanie accède à l'indépendance. Une semaine plus tard, c'est le tour des Moldaves. Les Russes veulent croire qu'avec la liberté viendront la prospérité et le bien-être. Le drapeau rouge frappé de la faucille et du marteau flotte toujours sur le Kremlin. Mais dans la nuit de Noël 1991, il est remplacé par le drapeau russe. 74 ans après la révolution d'octobre, l'Union soviétique n'est plus. Et pourtant, il y a peu, l'URSS semblait invincible. En 1945, l'Union soviétique apparaît comme le grand triomphateur de la Seconde Guerre mondiale. Au mois de février, à Yalta, sur les bords de la mer Noire, les trois grands, Roosevelt, Churchill, Staline, forts du succès de leurs armes, se répartissent des zones d'influence. Certaines resteront en litige. C'est là qu'éclateront les grands conflits de la guerre froide. Corée, Indochine, Balkans, Berlin. К концу января советские войска на центральном участке фронта продвинулись до 500 километров и вышли к границам Германии. Vainqueur de Stalingrad, incarnant les espoirs de la révolution socialiste, le grand frère soviétique est partout, sauf à Varsovie, accueilli en libérateur. La domination soviétique s'étend loin à l'ouest. Mais aussi en Orient. Le 8 septembre 1948, Kim Il-sung proclame la République démocratique populaire de Corée du Nord. Un an plus tard, c'est l'immense empire du milieu et son milliard d'hommes qui basculent à son tour.
1er octobre 1949, Mao Tse-tung proclame la République populaire de Chine. Мао Цзэдун провозглашает рождение Народной Республики Китая. Le communisme règne désormais sur un tiers des terres émergées et 2 milliards d'hommes. Les troupes partaient. Les propriétaires des plantations, des usines et des fabriques abandonnaient le pays. En 1954, après 8 ans de guerre de libération nationale et la défaite française à Dien Bien Phu, la République démocratique du Vietnam du Nord est proclamée à Hanoï par Ho Chi Minh. Cinq ans plus tard, les révolutionnaires cubains renversent la dictature de Batista et entrent à La Havane dans une immense liesse populaire. En 1961, la CIA organise un débarquement armé dans la baie des Cochons pour renverser le nouveau régime. C'est l'échec, mais cette politique du gros bâton pousse Fidel Castro dans les bras des soviétiques. En 1975, après 30 ans d'une guerre inexpiable pour son indépendance, le Vietnam est réunifié, sous la houlette communiste. La même année, en Afrique, les anciennes colonies portugaises, le Mozambique et l'Angola, deviennent les premières républiques populaires du continent noir. Puis c'est le tour de l'Éthiopie. L'empereur Haïlé Sélassié est renversé, le colonel Mengistu installe un régime marxiste avec l'aide des Cubains. Un coup d'État à Kaboul porte les communistes afghans au pouvoir. À la fin des années 70, la sphère d'influence soviétique s'étend sur 4 continents. Le monde est divisé en 2 blocs hostiles, dont l'un semble connaître une irrésistible expansion. Les Américains voient partout la main des Russes, même là où ils n'ont affaire qu'à de simples mouvements démocratiques ou nationalistes. Leurs Marines débarquent souvent, comme ici à Saint-Domingue, pour soutenir des coups d'État militaires contre un pouvoir civil jugé hostile ou trop faible.
Victimes de la violence des puissances coloniales, en but aussi à l'exploitation de leurs richesses, les peuples du tiers-monde voient dans l'Union soviétique un allié et parfois un modèle. Au Chili, pour la première fois, un socialiste, Salvador Allende, est élu président. El futuro de la patria, el sueldo de cine está en las manos de ustedes. A trabajar más, a producir más, a defender la revolución desde el punto de vista político con la unidad popular y defender la revolución con la producción que afianzará el gobierno del pueblo. L'extrême droite se mobilise, encouragée par les États-Unis. En septembre 1973, c'est le coup d'État militaire. Le président Allende meurt au combat dans son palais bombardé. Socialistes et communistes sont parqués dans les stades et systématiquement torturés. Hay que cumplir con la ley y aquella gente que se ha desviado va a tener que asumir la responsabilidad de acuerdo a la ley en tiempo de Dios. L'ordre règne à Santiago. Les Américains sont toujours embourbés au Vietnam. Les bombardements au napalm, les tortures, soulèvent l'indignation dans le monde entier. Et particulièrement aux États-Unis même. Avril 1975, c'est un point tournant de la guerre froide. Les Américains évacuent Saïgon dans la panique. Le petit David est venu à bout du géant Goliath. Les Bodoï, les combattants communistes, entrent dans la capitale du Sud-Vietnam après une effroyable guerre de 30 ans. C'est avant tout une victoire de l'héroïque peuple vietnamien. C'est aussi une victoire des États socialistes. Au seuil des années 80, les Soviétiques sont présents militairement en Europe, en Asie, en Afrique et dans les Caraïbes. Ils semblent au sommet de leur puissance. Débarrassés du fardeau du Vietnam, les Américains lancent une grande contre-offensive idéologique, la bataille des droits de l'homme. Our commitment to human rights must be absolute. We are a proudly idealistic nation, but let no one confuse our idealism with weakness. Because we are free, we can never be indifferent to the fate of freedom elsewhere. Les Américains dénoncent le totalitarisme soviétique, les millions de morts du goulag, les asiles psychiatriques pour les opposants, l'exil intérieur, l'expulsion pour les dissidents, dont le plus célèbre est l'écrivain Alexandre Solzhenitsyn. La libération de la Russie ne viendra que de l'intérieur.
pourvu que l'Occident n'aide pas nos tyrans. L'Occident, ces 35 dernières années, ne laisse pas les peuples décider de leur sort, mais les livre toujours aux communistes. Est-ce qu'on a permis au Vietnam du Sud de disposer de lui-même? Non, l'Occident et Kissinger ont trahi le Vietnam. Et tous de s'écrier comme c'est bien. On les a bâillonnés. Ils sont obligés de s'échapper par la mer au risque de couler ou d'être mangés par les requins. Et c'est bien, tout le monde est content. La tragédie des Boat People accule les soviétiques à la défensive. D'autant qu'ils ont signé en 1975 le traité d'Helsinki, par lequel ils s'engagent à respecter la libre circulation des hommes et des idées. Il n'est pas possible de se prononcer en faveur des droits de l'homme tout en torpillant les principes de la coexistence pacifique. Disons-le franchement, désormais personne ne peut ébranler le nom du socialisme. La politique impériale de Brejnev contribue à ruiner le pays. La course aux armements engloutit un quart du budget de l'URSS. À l'exercice, comme au combat, pour perfectionner toujours ses connaissances de l'armement militaire de cette armée qui, en ces temps difficiles, protège les frontières de la patrie socialiste, la paix et la sécurité des peuples. En Afghanistan, c'est l'enlisement pour les soviétiques. Ce sera leur Vietnam. Вспоминаю, что было, тяжелый, прошедший порой. Помню зарево свет, полыхавший в кустах винограда, когда первый десант под Кабульскою таял горой. Вспоминаю, что было, тяжелый, прошедший порой. Помню зарево свет, полыхавший в кустах винограда, когда первый десант под Кабульской таял горой. La course aux armements s'accélère. Pour contrebalancer en Europe les fusées soviétiques SS-20, les Américains déploient les fusées Pershing. Ce bras de fer coûte des fortunes. Chaque camp peut atteindre l'autre avec des missiles lancés depuis des sous-marins nucléaires enfouis dans les océans. Pour surclasser les soviétiques une fois pour toutes, l'Amérique de Reagan se lance dans le ruineux programme de la guerre des étoiles. L'URSS ne peut pas suivre. La voie brejnevienne est une impasse dont il faut prendre acte. Le tout nouveau secrétaire général du Parti communiste soviétique, Mikhail Gorbatchev, débute son mandat en inaugurant la dernière statue de Lénine érigée à Moscou. Разрезал генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев. Товарищ Ленин, по фабрикам дымным, по землям, покрытым и снегом, и жнивьем, вашим, товарищ, сердцем... Mais bientôt, ce sera la glasnost et la perestroïka. Les élites soviétiques prennent conscience de la faillite économique du communisme. Ils s'engagent dans la voie de la réforme. Немного у меня возникает недоверие. Когда все хорошо, так сказать. Un nouvel air de liberté flotte sur Moscou.
Le grand physicien Andreï Sakharov rentre de son exil à Gorky. Autre signe d'ouverture, McDonald's s'installe à Moscou. And Vladimir Zhurikovsky isn't just any graduate. He's the first in a group of Soviet citizens to earn a degree in hamburgerology. I'm sure our people will like McDonald's. Les grèves se multiplient et, glasnost oblige, la télévision en informe les citoyens. Gorbatchev lui-même mesure les désagréments de la démocratie. Les revendications nationales, réprimées depuis des décennies, explosent avec force. C'est le déchaînement des passions nationalistes et religieuses. Élu député, Sakharov se fait le champion du retrait soviétique d'Afghanistan. Это преступление стоило жизни почти миллиону афганцев. Мы должны смыть с себя именно этот позор, этот страшный позор, который лежит на нашем руководстве, вопреки народу, вопреки армии, совершила этот акт агрессии. Вот что я выступал против введения советских войск в Афганистане. En février 1989, après 9 ans d'une guerre atroce, l'armée rouge plie bagage en bon ordre. Les tensions entre nationalismes s'exacerbent. L'Union soviétique est au bord de l'implosion. En avril 1989, les forces du ministère de l'Intérieur répriment brutalement une manifestation nationaliste en Géorgie, faisant une vingtaine de morts. En août 1989, à l'occasion du 50e anniversaire du pacte germano-soviétique, qui avait livré les pays baltes à Staline, les populations de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie forment une chaîne humaine du golfe de Finlande à la frontière polonaise pour réclamer leur indépendance. Début 1990, l'armée soviétique intervient pour la première fois sur le territoire même de l'URSS. Elle s'interpose dans le conflit qui met aux prises azéris et arméniens pour le contrôle du territoire du Haut-Karabakh. On célèbre pour la dernière fois la révolution bolchevique du haut du mausolée de Lénine. Gorbatchev est conspué par la foule au cri de « Abat le Parti communiste ». Moins d'un an plus tard, ce sera l'échec du putsch de Moscou qui entraînera la décomposition du Parti communiste et le démantèlement de l'Union soviétique. À l'URSS succède la CEI, Communauté des États indépendants. Une nouvelle Europe se dessine. L'Europe d'aujourd'hui ressemble étrangement à celle de l'après-Première Guerre mondiale, fondée sur le principe des nationalités, après l'éclatement des grands empires, allemands, austro-hongrois, russes et ottomans. Mais les États-nations de l'Est sont loin d'être homogènes. Les minorités nationales, qui représentent parfois jusqu'à 30% de la population, notamment dans les Balkans, souffrent de discriminations multiples. Les Juifs, minorité non territoriale,
constituait en 1920 jusqu'à 25% de la population de certaines régions d'Europe centrale. Voués à la destruction par l'Allemagne nazie, 6 millions de Juifs furent exterminés durant la Seconde Guerre mondiale. Après la défaite d'Hitler, 13 millions d'Allemands sont expulsés d'Europe orientale vers la République fédérale d'Allemagne. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États d'Europe sont de nouveau découpés. Un rideau de fer s'abat sur le continent. L'Europe d'aujourd'hui est le produit d'une histoire sanglante. Après l'écroulement de l'Empire soviétique, les États-Unis restent l'unique super grand. Sommes-nous entrés dans un monde unipolaire? Les Américains ont démontré leur puissance militaire en projetant un gigantesque corps expéditionnaire à 10 000 km de ses bases au moment de la guerre du Golfe. Le 2 août 1990, désireuse d'élargir son débouché sur le golfe Persique et de contrôler le cours du pétrole, l'Irak s'empare de l'émirat du Koweït. Le dirigeant de l'Irak, Saddam Hussein, se pose en champion arabe de l'anti-impérialisme. Even in a world where democracy and freedom have made great gains, threats remain. Terrorism, hostage-taking, renegade regimes and unpredictable rulers, new sources of instability, all require a strong and an engaged America. Les Américains dépêchent une formidable armada vers le Golfe. Le 17 janvier 1991, la guerre éclate. Saddam Hussein avait annoncé la mère de toutes les batailles. Sous l'égide de l'ONU, un déluge de feu s'abat sur l'Irak. La plus haute technologie militaire est pour la première fois expérimentée massivement. Bombardements dits chirurgicaux, missiles guidés par laser. Bravo Victor, bravo Victor. Et puis c'est le Blitzkrieg. Des milliers de blindés foncent à travers le désert vers Koweït. En 4 jours, l'Irak est écrasé.
La guerre propre du 3e millénaire aura fait quelques 150 morts chez les Alliés, 100 000 au moins chez les Irakiens, civils et militaires. Koweït brûle, Saddam Hussein est vaincu, mais toujours en place. L'Amérique triomphe, le président Bush proclame l'avènement d'un nouvel ordre mondial. We have a go for main engine start. 6, 5, 4. La force des États-Unis, c'est leur maîtrise des technologies de pointe. We have ignition and liftoff of Atlantis and the Galileo spacecraft bound for Jupiter. Roger roll, Atlantis. Roll program initiated, about 110-degree roll maneuver. Les Américains sont les maîtres de l'observation et du renseignement. Avions radar AWACS, satellites de télécommunications. Les satellites espions permettent de photographier tous les points du globe avec une extrême précision. Les Américains maîtrisent l'électronique, les télécommunications, l'informatique, les biotechnologies. Les USA exportent aussi leur mode de vie. Ils règnent sur le cinéma, la télévision et l'industrie du divertissement. Leurs produits culturels s'exportent aux quatre coins du monde. Mais ceci ne doit pas faire oublier le déclin de l'Amérique. Le système scolaire est délabré. Le melting pot ne fonctionne plus comme précédemment. La désagrégation sociale guette-t-elle la puissante Amérique ? Los Angeles, la deuxième ville des États-Unis, s'embrase. Il y aura plus de 60 morts. Révolte contre l'injustice, mais aussi émeute de la misère, affrontements raciaux opposant Noirs et Coréens. Il faut l'intervention de l'armée pour rétablir la paix civile. Le marasme économique atteint aussi l'Amérique profonde. Le spectre de la crise rôde. Faillite des caisses d'épargne, endettement des familles, des entreprises et de l'État. Les industries et les infrastructures sont vieillissantes. Le chômage est nettement plus faible qu'en Europe, mais le pouvoir d'achat des bas salaires a sensiblement chuté depuis 1979. À côté des secteurs technologiques de pointe, des pans entiers de l'économie connaissent des retards de productivité.
La crise américaine est aussi une crise financière. La bourse de New York s'est mal remise du krach de 1987. En une seule séance, les cours avaient chuté de près de 23%. Fini les Golden Boys et la spéculation des années 80. Le dollar est durement concurrencé par le Deutschmark et le yen. New York n'est plus la citadelle financière du monde. Au cœur de la première ville de la plus grande puissance mondiale s'étendent des poches de pauvreté. À New York, il y a 1,5 million de sans-abri, les homeless. Les grandes villes américaines souffrent du délabrement, du sida, de la drogue, de la criminalité. « 15% des Américains vivent en dessous du seuil de pauvreté. Des dizaines de milliers d'entre eux ne survivent que grâce à l'aide publique. En novembre 1992, les Américains élisent un nouveau président, Bill Clinton, qui leur promet de sortir les États-Unis du marasme. This election is a clarion call for our country to face the challenges of the end of the Cold War and the beginning of the next century. To face problems too long ignored, from AIDS to the environment to the conversion of our economy from a defense to a domestic economic giant. Mais la reprise n'est pas au rendez-vous et le nouveau président bat rapidement tous les records d'impopularité. Les États-Unis ne sont plus le géant économique qu'ils étaient. Au début du siècle, l'Amérique représentait 32% de la production mondiale. En 1950, elle en représentait 45%. Mais en 1990, elle ne représente plus que 20%, moins qu'au début du siècle. La prééminence économique américaine est âprement disputée par le Japon et par l'Europe des 12. La communauté européenne est née au moment de la guerre froide. La chute du mur entraînera-t-elle la dislocation de l'Europe des 12 ? C'est un consentement vraiment tout à fait général pour aboutir dans les prochaines années à une véritable union monétaire. La construction européenne est un projet qui vient de loin. Personne ne s'étonnera que j'ai une pensée particulière pour les premiers ministres du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni qui assistent pour la première fois à cette conférence de la communauté élargie. C'est un projet qui va loin, avec des hauts et des bas. Depuis ce matin, le système monétaire européen est entré en vigueur avec la participation de 8 pays, notamment l'Italie et l'Irlande. L'Europe semble plus facile à élargir qu'à approfondir. Certains voulaient aller très loin et d'autres moins loin. Mais ce qui est certain, c'est que tout le monde veut progresser vers l'union monétaire.
La construction européenne se heurte à de nombreuses résistances, notamment dans le monde agricole, qui craint de faire les frais de l'ouverture des frontières et d'être sacrifié dans les difficiles négociations du GATT avec les États-Unis. « 35 ans après le traité de Rome, le traité de Maastricht doit parachever l'union économique et monétaire et édifier une union politique. In the course of the 90s, we'll have that one currency. L'Europe de la défense, prévue par Maastricht, est encore inexistante. Géant économique, l'Europe est un nain politique. Il y a bien eu la création de la brigade franco-allemande, mais les militaires français estiment qu'avec l'évolution de la menace, la nécessité d'une défense française tous azimuts est plus actuelle que jamais. L'Allemagne unifiée restera-t-elle l'allié fidèle ou cédera-t-elle à la tentation de jouer son propre jeu et de devenir à elle seule un troisième grand ? Le rideau de fer n'est plus. L'Allemagne est unifiée. Mais une autre ligne de fracture, invisible, coupe l'Europe en deux. Celle qui sépare les pays protestants et catholiques d'une part, les pays orthodoxes et musulmans de l'autre. Cette ligne correspond à peu près à la frontière qui séparait au début du siècle l'empire austro-hongrois de l'empire turc. C'est dans les Balkans que depuis toujours s'affrontaient ces deux mondes. Double héritage de la fin de l'empire ottoman et de la Seconde Guerre mondiale, la guerre de l'ex-Yougoslavie illustre tragiquement les oppositions séculaires entre culture, religion et nationalité en Europe. C'est une guerre de purification ethnique, selon les Serbes qui expulsent massivement et brutalement les Croates de leur foyer. C'est une guerre qui prend en otage les populations civiles. C'est une guerre de religion qui oppose Serbes orthodoxes, Croates catholiques et musulmans de Bosnie. C'est une guerre civile qui fait rage au cœur des villes. Prise entre les projets de la Grande Serbie et de réunion des Croates, ce sont les populations musulmanes de Bosnie qui font le plus les frais de ce conflit atroce. La révélation de l'existence de camps de concentration pour musulmans en Bosnie, rappelant les camps nazis, apporte un terrible démenti à ceux qui voyaient l'avènement d'une nouvelle ère de paix avec l'écroulement du monde soviétique. La communauté européenne s'est montrée totalement impuissante face au drame yougoslave. Les Européens sauront-ils édifier une union politique, militaire et monétaire et se donner ainsi un avenir à la hauteur de leur passé? Ou bien, cédant aux égoïsmes nationaux, se contenteront-ils d'une simple zone de libre-échange, dominée économiquement par l'Allemagne et politiquement par les États-Unis? À côté des États-Unis et de l'Europe, a surgi un troisième pôle autour du Japon, l'Asie du Sud-Est. Écrasée militairement en 1945,
Les Japonais ont mis toute leur énergie à reconstruire leur pays et à le porter en tête des puissances industrielles. Ici, on ignore tout de la crise économique qui frappe l'Europe et les États-Unis. La croissance reste élevée, le chômage étonnamment faible et le commerce avec l'Occident fortement excédentaire. Les pays du sud-est asiatique combinent la maîtrise des technologies de pointe inventées en Occident et une main-d'œuvre à la fois très compétente, très motivée et très bon marché. Le temps de loisir, beaucoup plus réduit qu'en Europe, est tout entier voué à la récupération. Le Japon a inventé un nouveau mode de production, le toyotisme, avec ses 5 zéros olympiques. 0 défaut, 0 panne, 0 retouche, 0 stock et 0 délai. Toutes entières tendues vers la conquête de l'hégémonie économique mondiale, les puissances de l'Asie du Sud-Est font une rude concurrence aux États-Unis et à la communauté européenne. Aujourd'hui se livre dans le monde une terrible guerre économique qui oppose les trois pôles, nord-américains, européens et sud-est asiatiques. Mais de nouvelles puissances apparaissent. Le Brésil, la Chine, l'Inde, l'Australie et peut-être la Russie. Au XXIe siècle, quel sera le nouveau visage du monde ? « 9 novembre 1989. Un mur tombe à Berlin. Les démocraties occidentales ont gagné leur long et périlleux bras de fer contre le communisme. C'est la fin de la guerre froide, l'avènement, espère-t-on, d'une ère nouvelle de paix et de prospérité. « 16 janvier 1991. La guerre du Golfe éclate pour libérer le Koweït envahi et annexé par Saddam Hussein. Les espoirs et les illusions de paix s'envolent. Au moment où disparaît le conflit Est-Ouest, le Sud deviendrait-il le lieu de tous les dangers ? Il existe un équateur démographique. Au nord de cette ligne, la croissance démographique est faible. Au sud, elle est galopante. « 8 enfants par femme en Afrique subsaharienne, 4 ou 5 en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. En 15 ans, la population de l'Iran est passée de 33 à 56 millions d'habitants, malgré une guerre meurtrière avec l'Irak. En moins d'un siècle, l'Amérique latine est passée de 90 à plus de 500 millions d'habitants. Il y avait 1,6 milliard d'hommes au début du siècle. Il y en aura plus de 6 milliards en l'an 2000, dont près de 5 milliards peupleront le Sud. La Chine comptera alors 1,240 milliard d'habitants. L'Inde, 975 millions. L'Indonésie, 220 millions. Le Brésil, 177 millions. Le Nigeria, 161 millions. Le Bangladesh, 148 millions. Le Pakistan, 141 millions. Le Japon, 130 millions.
Le Mexique, 110 millions. Le Vietnam, 88 millions. Les Philippines, 75 millions. La Turquie, 70 millions. La Thaïlande, 68 millions. L'Iran, 64 millions. Et l'Égypte, 61 millions. Dans les sociétés traditionnelles, là où n'existe pas de sécurité sociale, les enfants sont la seule assurance contre la vieillesse et la maladie, en même temps qu'une main-d'œuvre gratuite pour les entreprises familiales. Dans beaucoup de pays, la population croît plus vite que la productivité. Trop de bras, trop de bouches à nourrir. Fascination aussi de la ville. Nous sommes revenus à l'ère des grandes migrations. Celles-ci ont lieu d'abord et surtout à l'intérieur du Sud. L'exode rural gonfle les mégapoles qui s'entourent de bidonvilles. Les conflits régionaux créent aussi leur masse de réfugiés. Barrios, favelas, taudis, bidonvilles. Ici, la lutte pour la survie recommence chaque matin. La population manque de tout, à commencer par l'eau potable. Pas de canalisation ni de tout à l'égout. Les eaux usées se déversent directement dans les ruisseaux et les rivières. Le manque d'hygiène et la promiscuité, s'ajoutant à la malnutrition, créent un terrain favorable aux épidémies. Éliminés depuis longtemps dans les pays du Nord, le typhus et le choléra font ici des ravages. Mexico, 25 millions d'habitants, autant que toute la Scandinavie. Nous sommes au-dessus du périphérique et c'est en le suivant vers le nord qu'on va comprendre comment cette ville a augmenté en population et en superficie. C'est la fameuse ceinture de misère de Mexico. Ces bidonvilles abritent la moitié de la population de la capitale et grossissent au rythme de 1500 émigrants par jour. Sur les 20 plus grandes villes de l'an 2000, 16 seront des mégapoles du Sud. Mexico, 31 millions. São Paulo, 25 millions 8. Tokyo, 24 millions 2. New York, 22 millions 8. Shanghai, 22 millions 7. Pékin, 19 millions 9. Rio de Janeiro, 19 millions. Calcutta, 17 millions 7. Bombay, 17 millions 100. Jakarta, 16 millions 6. Séoul, 14 millions 2. Los Angeles, 14 millions 2. Le Caire, 13 millions 100. Madras, 12 millions 9. Manille, 12 millions 3. Buenos Aires, 12 millions 100. Bangkok, 11 millions 9. Karachi, 11 millions 8. Delhi, 11 millions 7. Bogota, 11 millions 7.
Rio de Janeiro préfigure ce que seront ces mégapoles de l'an 2000. Agglomération de plus en plus ingérable, au lieu de la criminalité sous toutes ses formes. Ce quartier pauvre à l'arrière-plan s'appelle Santa Marta. Ici règne la faim, la maladie, l'analphabétisme. Chaque jour, on y compte plus d'une vingtaine de personnes tuées. Plus bas, dans les beaux quartiers, la violence est quasiment inexistante. Partout veillent des services de sécurité. Veja, então você fala alguma coisa aí, como é que tá o mar, como é que tá a maré? Bandeira vermelha, um momento, ok? Pourtant, à quelques rues de là, la police et les bandes s'affrontent en une véritable guérilla urbaine. Com quem eu havia conversado algumas horas atrás. O que foi isso? Foi bomba, gás lacrimogêneo que eles jogaram. Bateu aí? Tô chorando. Tá doendo. Tá doendo? Você sabe quem foi que jogou? Não, era a polícia. Somehow this teeming metropolis of millions survives chronic overpopulation and poverty. But now there's another threat. In the back streets, a cascade of colour, and around-the-clock industry at work. 200,000 prostitutes selling their bodies for as little as 20 pence. For these girls, some desperately young, the crowded, squalid brothels are their only home. Here, it's sex to survive, or is it to die? Already 50% have the AIDS virus, but they ply their trade regardless. I don't know what the hell AIDS is, so how can I be afraid of death? In this port city crawling with men, many working away from their wives or single, it's estimated 600 a night get infected. In this story, the figures defy belief. Les dortoirs des hôpitaux gouvernementaux s'emplissent de prostituées et de leurs clients. It's spotted again. It's spotted again here. They're all positive? Yes, all positive. Et le médecin ajoute, ce jeune homme a besoin d'être opéré immédiatement, mais il a le sida. Alors 2 chirurgiens ont refusé de s'en occuper. Cet homme qui s'avance, un mégaphone à la main, est le docteur Galada. Il essaie de promouvoir l'usage du préservatif dans le quartier des prostituées. He accuses the Indian government of apathy. He's launched his own privately funded condom crusade. In the red light district, it's catching on. While we filmed, Cet homme qui lui fait face lui confie qu'en 15 ans, il n'a jamais utilisé de préservatif. Il n'en a même jamais entendu parler. L'Inde compte aujourd'hui plus de 700 millions d'habitants. Demain, ils seront 1 milliard. Comme elle, plusieurs États se sont lancés dans des politiques actives de planning familial. Mais ils se heurtent au poids de la tradition et aux forces de la religion. दिखाई दे रहा है कि आपके 3 बच्चे हैं, सिर्फ आपके 3 ही हैं ये जो हैं? हाँ मैडम, मेरे 3 बच्चे हैं और मैंने फैसला किया था कि 3 ही बच्चे मैंने पैदा करने हैं और 3 ही मेरे हैं और इसी वजह से मैंने सेटलाइजेशन करवा लिया है अपना और लोगों को दूसरों को भी ये कहा है कि तुम भी कराओ और 3 ही बच्चे पैदा करो, इससे ज़्यादा कोई ना करो और इस वजह से मैंने ये शील्ड जो है इस बिना पर की जीती है इस काम में। ये इस बात की मिसाल हमारे गांव में कि कम से कम 400-500 केस हुए हैं स्टरलाइजेशन के जो मैंने अपने एग्जाम्पल देकर किए और इसी के बिना पर और दूसरे देहात में, गुहांड में, नज़दीक के इलाके में और ये ऐसा इसका प्रोपेगेंडा बढ़ता जा रहा है और दिन ब दिन केस ज़्यादा जाते हैं। La limitation des naissances est le résultat du développement. Elle en est aussi la condition. Comment sortir de ce cercle vicieux ? Misère, insécurité, déracinement font le lit de tous les fanatismes. En Inde, qui se flatte avec quelques raisons d'être la plus grande démocratie du monde,
fanatiques hindouistes et musulmans s'affrontent dans des combats de plus en plus sanglants que la police a bien du mal à contenir. Les 6 et 7 décembre 1992, des hindouistes prennent d'assaut la mosquée d'Ayodhya à laquelle ils reprochent d'être édifiée sur un ancien temple hindou et la détruisent totalement. Le lendemain, le 8, à Islamabad, les musulmans ripostent en manifestant et en brûlant à leur tour un temple. Le surlendemain, à Dhaka, au Bangladesh, nouvelle réaction des hindouistes qui incendient non seulement une mosquée, mais également les boutiques d'un quartier musulman. En Algérie, exploitant la corruption et la faillite économique du régime, les partisans du fils ont conquis la rue. J'ai pris cette place provisoirement pour ce qui me concerne. Je viens pour essayer d'assainir. Je vous demande de m'aider et d'être à mes côtés, de me dénoncer tous ceux qui sont hors de la loi. Le 16 janvier 1992, Mohamed Boudiaf, figure prestigieuse de la guerre de libération nationale, est appelé au pouvoir pour enrayer la montée de la violence. Il veut tendre la main à tous les partis politiques et déclarer la guerre à la société mafieuse. Un discours qui trouve écho auprès d'une population affamée de justice. Mais le Front islamique de salut n'entend pas se laisser déposséder de la rue. Quelques semaines plus tard, arrestation du président du fils et de son lieutenant. Entre-temps, retour en force de l'armée qui met fin au processus électoral, dissout le Parti de Dieu avec le feu vert du président Boudiaf et interne des milliers de suspects. Provocation, les vendredis de grande prière, mais pas d'appel officiel du fils à la lutte armée. Devant une salle pleine à la Maison de la Culture d'Annaba, l'allocution du président Boudiaf. La vie d'un être humain est courte, dit-il. Nous nous dirigeons tous vers la mort. Pourquoi l'être humain s'accroche-t-il tant au pouvoir? 20 minutes de discours et puis ces derniers mots. Les autres pays nous ont devancés par la science et la technologie. L'islam... Une violente détonation interrompt sa phrase. Panique dans la salle. On ne verra pas l'attentat. Un homme en uniforme de police a surgi derrière le président, l'a abattu à bout portant, version officielle. Selon plusieurs témoins, un deuxième homme aurait tiré une seconde rafale en direction de la salle, comme cette autre scène le confirme. Une fusillade éclate dans les coulisses et à l'extérieur. Bilan, 41 blessés, dont 2 ministres. Le deuxième tireur sera abattu. Il aurait tenté de faire diversion pour couvrir la fuite de son complice. L'assassin du président Boudiaf sera arrêté. La dernière image du président algérien allongé sur un brancard, il est déjà mort. Aujourd'hui, Boudiaf est mort. L'arbi rahmou. On demande en tant que peuple algérien, on demande la justice. Il faut qu'il y ait une justice qui nous dénonce l'assassin. On veut le voir. Il ne nous cache pas la vérité. Après le président Boudiaf, après des policiers et des magistrats, ce sont les intellectuels, les professeurs et les journalistes algériens qui tombent désormais sous les balles des fanatiques, qui leur reprochent d'être trop occidentalisés. 3 ans plus tôt, l'Iran enterrait son leader, l'imam Khomeini.
le modèle iranien de l'État islamique, dressé contre l'Occident corrompu et corrupteur, et appliquant à chacun la charia, la loi du Coran, rencontre un grand écho auprès des masses musulmanes, paupérisées et assoiffées de dignité. و شیطان که از اسلام ضربه دیدند و اونها ارباب بزرگ خودشون را از دست دادند و شما به اونجا خواهید رفت که منافقین رفتند. La montée de l'intégrisme religieux s'accompagne souvent de l'essor d'un nationalisme agressif. Ambulans, ambulans. زخمی آمبولانس I mean, they've left their families. They've left their houses. Just they want to come here just to fight the Iraqis. But your country is now helping Iraq, right? But why? You see these people? How old is he? How old is this guy? What's it, 14 or something? But he's come here to fight. He's left his mother, he's left his father. But what about the Basque? L'impérialisme et l'expansionnisme territorial ne sont pas une exclusivité du Nord. Les années 70-90 voient la multiplication des guerres régionales Sud-Sud. La guerre Iran-Irak, déclenchée déjà par Saddam Hussein et qui a fait 1 million de morts en 8 ans de combats atroces, préfigure malheureusement d'autres tragédies. On constate que les sociétés en proie aux fièvres intégristes et nationalistes disposent de toute une panoplie d'armements modernes, dont des missiles balistiques. On sait que les armes chimiques et bactériologiques prolifèrent en Asie orientale et au Moyen-Orient. La Chine, l'Inde, le Pakistan, Israël, l'Afrique du Sud, d'autres encore, disposeraient même de l'arme nucléaire. La prolifération et la miniaturisation des armements les plus modernes contraint la France à adapter sa défense à ces nouvelles menaces et à maintenir son effort militaire malgré la fin de la guerre froide. La volonté de limiter et de contrôler l'exportation des armements et des technologies militaires se heurte au fait que l'Occident est à la fois producteur, vendeur et contrôleur. Le rejet de la modernité occidentale s'affirme dans le refus des valeurs, des institutions, des modes de vie et de la culture venus d'Occident. Les intégristes n'hésitent pas à porter la guerre sainte en Europe et en Amérique au moyen du terrorisme.
L'écrivain britannique Salman Rushdie a été ainsi condamné à mort par les ayatollahs pour avoir publié les versets sataniques, écrits jugés blasphématoires. At the present situation, everything is under control. But I think if they don't back down, the situation at an international level is very serious one, and I don't think they can ignore it. Cette fatwa a suscité une vive émotion en Occident. Fuyant la guerre, l'oppression ou tout simplement la misère, des flux de réfugiés frappent aux portes des démocraties industrielles d'Europe et d'Amérique du Nord, au moment où elles-mêmes sont touchées par la crise économique et le chômage. Cette immigration suscite parfois des mouvements xénophobes et racistes violents, en particulier en Allemagne, qui a reçu 1,5 million de nouveaux arrivants en 3 ans. À Rostock, dans l'ancienne RDA, 500 jeunes Allemands, dont des skinheads, s'en sont pris à un foyer de demandeurs d'asile. 500 Allemands prêts à tout, encouragés par 2500 riverains venus là pour voir. Les affrontements avec la police ont duré plus de 7 heures. Cette agression a déclenché en Allemagne de grandes manifestations de protestation, mais les incendiaires continuent de plus belle. Das war viel zu wenig, das müsste mehr passieren. Damit die Leute endlich mal hier sehen, wir lassen uns hier auf der Nase rumtanzen. Ich meine, wir selber hier, ich glaube hier alle, wie sie hier stehen, die haben alle keine Arbeit. Oder wenn wirklich nur 1 oder 2. Bloß ich kann nicht denken, dass hier Tausende von Juden jetzt hier rüberkommen nach Deutschland. War, listen, oppressing man. Cette montée de la xénophobie crée des mouvements en retour, notamment là où, comme en Angleterre, on a laissé se développer des ghettos. Brixton toujours, mais sans émeute. 60% de Noirs venus au siècle dernier des 4 coins de l'Empire britannique et qui depuis ont fait souche. Anglais par la loi, mais étrangers par la peau, ils refusent de jouer le jeu. Linton Kwesi Johnson, le plus grand chanteur reggae depuis la mort de Bob Marley. Are you in war? Dans vos chansons, vous déclarez la guerre aux Blancs. Non, pas du tout. Mes chansons expriment le sentiment et l'attitude générale de la jeunesse noire devant la guerre que la police a déclarée à nos communautés. Ce n'est pas nous qui avons déclaré la guerre à quiconque, mais nous disons que nous sommes prêts à nous lever pour nous battre s'ils pensent pouvoir nous terroriser pour nous soumettre. Ma chanson, c'est ma façon de dire ce que les Noirs ressentent devant la guerre que les forces d'oppression ont entamée contre nous. A previous blow. We will fight you in the streets with we hand. We have a plan, so listen man, get ready to take some blows. Those days of the dungeon and those nights of melancholy locked in a cell. Those hours of torture touching hell. Those blows that cause... Mais dans l'ensemble, l'intégration se fait bien. Le creuset fonctionne malgré la crise. On l'a bien vu en France lors de la guerre du Golfe, où les 4 millions de musulmans se sont conduits en citoyens français et non en croisés de Saddam Hussein. La sous-administration et l'absence d'état de droit sont une autre plaie de nombreux pays du Sud, comme ici, au Nicaragua.
que se puede, bueno, sí, para eso. Tenemos... Comment développer l'économie quand le non-respect des règles de droit rend l'avenir imprévisible et les anticipations hasardeuses? Comment investir quand la violence endémique risque de ruiner en quelques heures l'effort d'une vie? La paix civile, des pouvoirs publics efficaces, une large classe d'entrepreneurs sont les conditions indispensables du développement. Dans de nombreux pays du Sud, elles font encore cruellement défaut. Lorsque l'État s'effondre, comme ici en Somalie, l'anarchie s'installe, et avec elle le chaos et la famine. Comme toujours, ce sont les jeunes mères et leurs enfants qui souffrent le plus. L'action souvent admirable des volontaires des organisations non gouvernementales n'est pas à la dimension des besoins. Malgré d'intensifs programmes de nutrition, il y a toujours environ 160 morts tous les jours à Bardera, une ville qui emploie pas moins de 135 fossoyeurs permanents. Mais la guerre des clans entrave trop souvent l'aide humanitaire internationale. La Seconde Guerre mondiale a sonné le glas des vieux empires coloniaux. Les dirigeants des grandes puissances, réunis à Yalta, n'avaient pas prévu le raz-de-marée des guerres de libération nationale. Nous devons tous travailler ensemble pour apporter à l'humanité le bonheur et la prospérité. Les peuples ne doivent plus vivre sous la menace de la violence, ne doivent plus subir des privations sans nom. Il a déclaré: l'amitié durable et la coopération des trois grands ont été postulées à Yalta avec plus de précision et d'autorité que jamais avant. Les unes après les autres, les anciennes colonies ont conquis leur indépendance par les armes et formé le mouvement des non-alignés, à Bandung, en 1955. Entre autres, y étaient présents Chou En-lai, Nasser, Sukarno, le président du pays organisateur, Norodom Sihanouk, Nehru et Tito. Certains, comme Fidel Castro, ont choisi la voie soviétique vers la modernisation et ont échoué, tout comme le modèle dont ils se sont inspirés. C'est ma vocation de faire la révolution, c'est mon travail. Et je l'aime parce que j'aime le peuple. Le terrible, c'est de voir des mercenaires, des ambitieux, des comédiens diriger un pays.
Eh bien non, je ne suis pas du tout content de Fidel, car il n'a aucunement réalisé ce qu'il avait promis. Il nous avait dit à nous, qui avions lutté à ses côtés, que la révolution était démocratique. Nous sommes maintenant convaincus que ce n'était pas vrai, qu'il ne s'agit pas d'une révolution démocratique, et pour cette raison, nous nous sommes complètement séparés de Fidel. D'autres, qui ne se voulaient pas révolutionnaires, n'ont pas mieux réussi économiquement, comme Mobutu au Zaïre, ancien Congo belge. Il y avait quelques dizaines d'États membres de la Société des Nations en 1920. On en compte aujourd'hui 180 à l'ONU. Beaucoup de ces États sont des constructions artificielles et fragiles, des mosaïques d'ethnies et de religions différentes, héritées de la période coloniale et foyers d'instabilité. Parmi ceux-ci, le Moyen-Orient demeure particulièrement explosif. Tous les facteurs de guerre s'y trouvent rassemblés. Nationalismes rivaux, intégrisme religieux, traditions historiques, intérêts économiques. If you speak to any Palestinian on the street, you will find out that we are not separate from the PLO. The PLO is not something that's outside and separate from us inside. We're one. And you will get this message from every person. Et pourtant, après 46 ans de conflits et 5 guerres, Israël et l'OLP se sont assis à la même table et se sont mutuellement reconnus. Un espoir de paix s'est levé sur cette terre trop promise. Mais la tragédie du peuple kurde rappelle que si le pire n'est jamais sûr, il se produit tout de même souvent. One more trades at 6. Pair off one there. What's that man down to? 24-4 trades at 6. 6 for 10,000, 10,000 on 8. 6 for 8, 10,000. Sollicités à la fin des années 70 par les banques occidentales qui souhaitaient placer leurs pétrodollars, les pays du Sud se sont beaucoup endettés. Ils se sont trouvés étranglés dans les années 80 quand les taux d'intérêt ont remonté. Les plus pauvres sont en cessation de paiement et beaucoup d'autres consacrent l'essentiel du revenu de leurs exportations à son remboursement. Le Sud traîne sa dette comme un énorme boulet. Les mesures d'effacement et d'allègement sont insuffisantes. Il faudra bien que les États et les banques du Nord fassent encore un effort s'ils veulent, comme c'est leur intérêt, contribuer au développement du Sud. Car ce développement est possible. Un Sud prospère et dynamique existe. Au premier rang, il y a bien sûr les monarchies pétrolières. Solidement organisés dans le cartel de l'OPEP, ces pays producteurs engrangent depuis 20 ans les royalties de l'or noir. Par une chaleur qui atteint plus de 45 degrés, une armada de bulldozers passe 16 heures par jour à aplanir les dunes de sable. Gigantesque travail pour donner naissance à un surprenant paysage, unique dans la région du Golfe. Ici, plus de 10 millions d'arbres ont été plantés. Et en 20 ans, grâce au pétrole, la structure du pays a subi une fantastique évolution, passant du monde bédouin à celui de la haute finance internationale. Il y a aussi et surtout le Japon. Dès la fin du 19e siècle, les Japonais ont compris qu'ils ne pourraient résister à l'Occident qu'en lui empruntant ses techniques.
Après la Seconde Guerre mondiale, ils se sont résolus aussi à lui emprunter ses libertés. En 2 générations, le Japon s'est retrouvé dans le peloton de tête des nations avancées, 3e puissance économique et commerciale du monde, derrière les États-Unis et l'Allemagne. Ici, on ne cherche pas à exporter des matières premières ou des biens de consommation bas de gamme, mais au contraire, des produits sophistiqués fabriqués à l'aide des technologies les plus avancées, par une main-d'œuvre qualifiée, motivée, laborieuse. Avec le Japon, il y a également l'Asie du Sud-Est. À la fin des années 70, l'élève a dépassé le maître et fait école à son tour. Les 4 dragons de l'Asie du Sud-Est, Taïwan, la Corée du Sud, Singapour, Hong Kong, se sont inspirés de l'exemple japonais, chacun à sa manière, avec un égal succès, bientôt imité par les tigres. La Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie et les Philippines. Singapour est l'un des 20 pays les plus riches du monde. Vitrine de l'Asie, c'est le siège de nombreuses sociétés multinationales et une place financière active. Aujourd'hui, c'est l'immense Chine du Sud qui emprunte cette voie et connaît une croissance de 12% par an. Shanghai, 4e port du monde, s'est mis dans la tête de devenir une grande place financière, la plaque tournante de l'Asie. Elle veut ressembler à Hong Kong. L'ancienne capitale industrielle de la Chine est en pleine ébullition. Les Allemands construisent le métro, les Français installent le gaz, le téléphone. Partout dans la ville montent des échafaudages, des ponts, un périphérique. Octobre. C'est l'époque de la foire, à Canton. La Chine est devenue l'atelier du monde. Dans cet immense hall, des acheteurs de tous les pays viennent faire leur marché 2 fois par an. On recherche les petites unités qu'on ne peut pas produire suffisamment bon marché en Afrique du Sud. Pour les petites tailles, ça vaut le coup. Mais c'est très loin, même avec le transport, c'est intéressant. Oui. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Je fais des affaires. Juste quelques affaires. Quel genre d'affaires? Des machines-outils et des outils. Et vous trouvez des choses intéressantes? Oui. Trop de choses. Vraiment? Oui. Pour les articles classiques comme les télévisions, les Japonais sont meilleurs. Mais pour les antennes, les Chinois sont bons. Ils sont bons pour les nouveaux articles. Il y a 10 ans, 15 ans de cela, j'ai importé du Japon seulement. Et puis plus tard, j'étais acheté de Taïwan. Maintenant, c'est de la Chine que j'achète. Maintenant, on trouve des choses intéressantes en Chine. Naturellement. C'est c'est-à-dire avec des prix excessivement bas. Actuellement, on n'arrive plus à acheter de Taïwan, c'est fini. Adidas produit un quart de ses chaussures en Chine, car il n'existe pas d'autre pays avec une telle main-d'œuvre à si bas prix. Un ouvrier est payé 10 à 20 fois moins qu'en Europe. Même ceux qu'on appelle les dragons ne sont plus compétitifs. Mais Adidas n'est pas le seul. Regardez, nous sommes au bout de la ligne de montage. À quelques centimètres, une autre ligne avec un concurrent d'Adidas, ASICS. Les chaussures sortent de la même usine. Un peu plus loin, on fabrique même des Timberland. Les usines Nike et Reebok sont à quelques kilomètres de là. Tout le monde profite de la main-d'œuvre à bas prix. Nul doute qu'au siècle prochain, c'est-à-dire demain, l'Asie du Sud-Est sera au centre de l'économie mondiale. Mais si le développement économique est spectaculaire, le développement politique et social l'est souvent beaucoup moins. They have all the appearances of being a democratic state. But you've got to lift the veil. And if you lift the veil, what you find is far from democratic. À Bangkok,
Les enfants pauvres les plus réussis vont dans les maisons closes et les salons de massage. Pour les autres, l'usine et ce que l'on appelle les sweatshops, les boutiques à sueur. Entassés les uns sur les autres, des dizaines d'enfants travaillent de 14 à 15 heures par jour, 7 jours sur 7. Leur salaire, 45 à 100 francs par mois, le quart de ce que gagnerait un adulte. Les sweatshops, souvent surveillés par des gardes armés, se cachent au fond des ruelles les plus sombres. Car les amendes, si on les découvre, atteignent 7 000 $ et quelques années de prison pour le propriétaire. Malgré cela, il y a à Bangkok 5 000 usines illégales. Difficiles à repérer, car les enfants qui travaillent à l'intérieur ne sortent jamais. Achetés à 8, 10 ans pour des sommes dépassant rarement une centaine de francs, à 20 ans, déjà épuisés, ils ne sont plus rentables. Ce qu'ils fabriquent, des objets divers. Jouets, cigarettes, bonbons, vêtements, transistors. Mais aussi du papier d'étain, particulièrement dangereux, il provoque de graves maladies de peau. Exploités, payés quelques francs, ces enfants n'ont aucun droit. Ils travaillent en silence devant des machines sans aucun système de sécurité. Et le jour où l'une de ces machines leur écrase les doigts, il ne leur reste plus qu'à rejoindre la cohorte des mendiants de Bangkok. Les mouvements sociaux, comme ici en Corée du Sud, sont souvent violents et durement réprimés. Mais malgré tout, avec bien des retards et des régressions, la démocratie se fraye une voie. Cette file d'attente interminable ne s'étire pas devant un magasin d'alimentation, mais devant un bureau de vote, à Santiago du Chili. Nous sommes en décembre 89, et les Chiliens organisent à nouveau des élections libres. This is the day when Chileans, again, are going to be making his own history. And I think that tomorrow we will start a new type of life in Chile. El resultado del plebiscito debe llevarnos a adquirir un nuevo compromiso de orden moral, cuyo pleno cumplimiento reviste especial trascendencia para las nuevas generaciones de chilenos. Le Chili est passé de la dictature sanglante du général Pinochet à la démocratie. Une page est tournée, même si beaucoup n'oublient pas et réclament justice. Et c'est le démocrate chrétien Patricio Aylwin qui l'emportera haut la main contre le candidat des militaires. En Argentine, au Brésil, au Paraguay, les dictatures militaires ont cédé également le pas au pouvoir civil. Au Cambodge, avec le retour de Norodom Sihanouk, disparaît l'une des plus effroyables dictatures totalitaires de tous les temps, celle des Khmers rouges. L'armée vietnamienne est contrainte de quitter le pays et un difficile processus de paix prend corps sous l'égide de l'ONU. We would like to set up an international tribunal to judge and to condemn Pol Pot. Même en Afrique, la démocratie marque des points. Le président de Klerk met un terme à l'apartheid et sort Nelson Mandela de sa prison. Pendant 28 ans, Nelson Mandela a été le prisonnier politique le plus célèbre du monde.
Il lui appartient désormais la lourde tâche de conduire l'Afrique du Sud de la ségrégation raciale à la démocratie. The last mile of a journey is sometimes the longest and the most difficult. We are counting on your support. We are counting on your commitment. We are counting on your past courage to help us see the struggle through to its bitter end. Au début des années 90, le Sud est éclaté et la majorité des pays qui le composent est exsangue. Dans un monde de plus en plus interdépendant, pendant combien de temps encore pourra-t-on accumuler la richesse à un pôle de la planète et la misère à un autre? La faillite du Sud aurait sur le Nord un terrible effet boomerang. Concurrence effrénée des exportations à très bas prix, saccage de la nature pour survivre en exportant, trafic de drogue, terrorisme. L'aide effective au développement du Sud sera la grande affaire du XXIe siècle.